professeur, chers amis, nous sommes heureux, nous sommes deux à vous accueillir ce soir à la rue de Lille, avec Annie Montaud, dont nous célébrons la plus récente publication et qui est ici chez elle. Je devrais dire que nous sommes quatre, puisque c'était la suggestion des professeurs Anne Viguier et Marie-Caroline Saglio, qui sont toutes les deux présentes ici, que nous avons organisé cette soirée. Alors, ceci n'est pas une introduction, puisque c'est le professeur Alain Supiot, professeur émérite du Collège de France, qui a accepté d'ouvrir la séance ce soir. Merci, monsieur le professeur, de l'honneur que vous nous faites. Mise en vente par la prestigieuse librairie Chan, et je vous incite à l'acheter nombreux. C'est un lecteur admiratif qui vous y engage. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas ouvert le livre. Alors, et maintenant, monsieur le professeur, si vous le voulez bien, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci vraiment, merci beaucoup de votre hospitalité, merci de votre invitation. Et je dirais aussi merci à l'INALCO et à sa fondation d'exister. Sa mission est plus fondamentale que jamais dans un monde qui semble placé sous le rouleau compresseur du mirage d'un monolinguisme. Bon, je suis un malheureux juriste, donc absolument incompétent et ignorant de tout ce que vous pouvez savoir sur les langues. Seulement, il y a une chose qui nous rapproche, c'est que la langue est la première de toutes les institutions, et c'est celle que notre mère nous a appris, chacun de nous. Et elle institue immédiatement une ternarité dans les rapports entre les individus. Pour se parler, c'est une remarque que fait Benveniste, je crois. Il faut co-référer vis-à-vis d'une structure linguistique qui est donc la source du sens, mais c'est une source du sens qui échappe à nos sens. Et cette ternarité, elle est le propre du phénomène juridique entendu au sens large. Et elle se trouve face aujourd'hui au même risque d'aplatissement que le sont nos institutions. Il ne vous aura pas échappé que c'est le cas même du droit international aujourd'hui. On est dans un processus de déstabilisation de toutes les institutions. Alors, mon seul titre pour intervenir ici, c'est que je suis responsable de la collection dans laquelle le livre est paru, la collection Poids et mesure du monde, qui avait été créé initialement chez Fayard, mais j'allais dire c'était à la belle époque de Fayard, et qui s'était transporté au Seuil il y a plusieurs années. Il y a plusieurs titres qui ont paru au Seuil. Et l'idée de cette collection, c'était d'essayer de maintenir vivante une tradition qui est tenace en France, mais toujours minoritaire, qu'on peut dire celle d'un universalisme en creuset. Ce qui est dominant en France, c'est l'universalisme en surplomb. C'est celui dont, pour moi, l'un des exemples les plus éloquents est la figure de Condorcet, parce que justement, on a choisi de donner le nom de Condorcet au grand campus qui va propulser les sciences françaises au premier plan mondial. Et Condorcet est connu notamment pour une critique très acerbe de l'esprit des lois de Montesquieu, qui représente au contraire une autre face d'un universalisme possible. Non pas un universalisme en surplomb, mais ce qu'on pourrait appeler, alors Merleau-Ponty parle d'universalisme oblique, on pourrait dire d'un universalisme en creuset, c'est-à-dire d'un universalisme ouvert à la diversité des systèmes de pensée, des langues, et cette forme d'universalisme, dont pour moi le livre éponyme était Les Lettres persanes, oblige à un retour critique sur les catégories de pensée des sciences sociales que nous avons tendance, sous l'ombre portée des sciences naturelles, à considérer comme, au fond, universelles et intemporelles. Or, dès que l'on veut traduire, on s'aperçoit que tout cela nous saute au visage, même dans des langues voisines. J'ai passé, il y a 15 jours,
beaucoup de temps à essayer de traduire un texte vers l'allemand avec des amis allemands, et à chaque mot surgit une difficulté. Donc l'idée de cette collection, elle était liée à l'Institut d'études avancées qui avait été créé à Nantes, et dont Annie Montaud a été l'une des ouvrières, ainsi que Charles Malamud, qui est ici présent dans cette salle, c'était de permettre justement un retour critique sur les catégories de pensée des sciences humaines, ce qui ne veut pas dire que les nôtres soient moins bonnes ou meilleures que les autres, mais pour les penser, il faut les mettre dans cette perspective, dans ce creuset, pour éviter de laisser les mots penser à notre place. Donc dans cette veine, nous avons publié quelques ouvrages. Alors c'est très difficile d'intéresser, alors ne parlons pas des autorités scientifiques à ce type de démarche, parce que c'est tellement à rebours de l'esprit Condorcet qu'on a toujours beaucoup de difficultés. Mais aussi, quelquefois, même les médias, la presse, ne prêtent qu'une attention distraite à ce qui ne paraît pas, au fond, l'essentiel. J'en ai fait l'expérience, je raconte juste, ça c'est une anecdote, parmi les titres qui ont été publiés avant celui de Annie, bon, il y en a eu un savant japonais, Nishitani Osamu, qui avait, pendant son séjour à l'Institut, travaillé sur l'histoire de l'Amérique, et il a publié au Japon un livre qui est un regard japonais sur l'histoire de l'Amérique. Et donc, toute l'entreprise éditoriale a consisté à essayer de traduire et puis de diffuser ce livre. La traduction a été faite grâce à l'aide de Jean-Noël Robert. Il a trouvé quelqu'un qui, je crois, a des liens avec votre maison, qui s'appelle Arthur de France. Et cette traduction, elle a même obtenu un prix, parce que il y a je ne sais plus, une fondation japonaise qui donne des prix au manga, mais ils ont aussi quelque chose pour les sciences humaines. Et ce livre était resté totalement inconnu de l'ensemble des médias. C'est-à-dire qu'il n'avait été recensé par aucun journal, aucune radio. Il a été publié sous le titre « L'impérialisme de la liberté », et le sous-titre, c'était un autre regard sur l'Amérique. Alors, je vous en parle parce que grâce au président Trump, à ses vues sur le Groenland et sur d'autres parties du monde, ça a révélé la pertinence extrême du regard porté par Nishitani sur ce qui spécifie l'impérialisme américain par rapport à ce qu'ont été les impérialismes américains, qui n'est pas par la colonisation, l'assimilation de population, mais on fait le vide et on crée un nouvel univers où la liberté est fondée sur la propriété. Et aujourd'hui, ces propriétés, c'est des propriétés immatérielles, et la destinée manifeste, ça c'est une expression du président Trump, elle se poursuit dans les étoiles, a-t-il dit lors de son discours d'inauguration. Et là, on a vu tout d'un coup les médias s'intéresser au livre de Nishitani, qui était paru il y a 3 ans. Il a donné plusieurs entretiens. Donc vous voyez, il ne faut pas désespérer, Annie. Si on s'efforce de bien faire son travail, il arrive un moment où sa pertinence finit par être aperçue même par les esprits les plus myopes. Alors, donc, je ne vais pas en dire plus parce que le travail d'Annie, je suis comme vous. C'est un livre que j'ai lu et relu avec énormément de plaisir et d'intérêt. Et justement, il noue la question linguistique, la question institutionnelle, et aujourd'hui, cette question si primordiale que nous appelons écologique ou environnementale. Et déjà, vous voyez où ça nous mène, l'environnement. Il y a le sujet entouré d'objets. Enfin, on est déjà dans un système de pensée qui se croit universel sans l'être. Alors, si je devais plaider, je ne me tournerai pas vers la fondation l'INALCO, donc je suppose qu'elle est, j'allais dire, à l'INALCO ce que la main tendue du moine bouddhiste est au pieux bouddhiste. Mais s'il y avait moyen de convaincre, par exemple, je ne sais pas, les institutions européennes de mettre un peu d'argent
dans ce qu'est la devise de l'Europe, c'est-à-dire l'unité dans la diversité, de respecter, de prendre au sérieux cette diversité des langues. On pourrait imaginer que des fonds soient consacrés à traduire des textes, plus seulement entre l'anglais et toutes les autres langues, mais entre l'italien et l'allemand, entre le ourdou et le japonais, par exemple. Oui, pourquoi pas. Et là, je pense que l'Europe serait fidèle à ce qu'a été, sur la longue durée, le meilleur de sa tradition. Parce qu'on ne cesse de se buter à ces problèmes de traduction. Et donc, je profite, pour terminer, de votre présence de cette assemblée de savants que j'ai l'honneur de rencontrer ce soir. Moi, par exemple, il y a 2 questions qui me turlupinent depuis 2 ou 3 ans. J'ai posé la question à Annie, qui m'a fait des réponses que je n'ai pas toujours comprises. Et c'était comment est-ce qu'on traduirait la distinction qu'on peut faire dans les langues latines entre globalisé et mondialisé. Dans un cas, on est dans un globe figure géométrique. Dans l'autre, on est dans le mundus, qui en droit romain une longue histoire de rituels et de rapport à la terre, aux ancêtres, etc. Donc mondialisé, c'est humaniser un monde. Globalisé, c'est le rouleau compresseur de Condorcet. Si je puis être un peu rapide. Ça, c'est première question. Deuxième question, intelligence. Puisque l'intelligence artificielle est à l'ordre du jour, comment ça se dit? Bon, j'ai cru comprendre, rien que pour l'anglais, que c'est intelligence service, mais on peut être smart, on peut être... il y a 3 ou 4 mots, là où nous disons intelligence. Donc on voit tout de suite que les contresens ou les malentendus s'installent, et c'est pourquoi le travail que vous faites est si important, qu'il faut le... défendre dans des temps où on nourrirait l'illusion que, comme les machines, on pourrait bientôt plus se parler qu'en disant des 0 et des 1. Pensée binaire. Bon, merci vraiment Annie de tout ton travail, et je suis sûr que ton livre, un jour ou l'autre, va être découvert au-delà du cercle savant. J'avais du mal comprendre parce que... Oui, tu n'as pas apporté le bon livre déjà. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Si, j'ai apporté un bon livre, mais non sur le temps de parole qui m'était imparti. Mais c'est pas grave, je m'arrêterai quand le maître des cérémonies me fera signe. Annie, nous sommes là pour vous, et Ouais. la liberté est totale. Ah non, il faut respecter un certain nombre de formes, hein. On est bien d'accord là-dessus. Ce livre, je l'ai dans la tête depuis une 50aine d'années, parce que je ne suis pas jeune. Et ça a commencé quand je suis arrivée en Inde, c'était au tout début des années 80. J'ai fait la rencontre mémorable, Vandana Shiva, écoféministe bien connu par beaucoup, et en même temps de la forêt himalayenne, un milieu écologique fragile, et puis juste après, Anupam Mishra, j'ai une image, j'espère que voilà, l'homme de l'eau, et l'auteur de ce livre, dont je serai appelée à vous redire quelques mots tout à l'heure. Et puis, plus récemment, là, ce qui m'a vraiment excitée à prendre ma plume, c'est le paradoxe que découvre, par exemple, Calicote, mais c'est pas le seul, lui, c'est le plus flagrant, je veux dire. En fait, pour beaucoup, c'est l'homme de l'écologie internationale, avec son livre qui est une sorte de best-seller, traduit en français sous le nom de Pensée de la Terre, et occupant les 4 continents. Alors, le paradoxe qu'il débusque, c'est que l'Inde a une pensée, des textes fondateurs, une culture classique, tout ce qu'il y a de plus anti-écologique. Avec, par exemple, la passion du renoncement, le pessimisme bouddhiste, c'est deux des choses. Il y a une bonne 60aine de pages sur cette question, d'où la stupeur, mais ça n'est pas traité dans le livre, à voir émerger un mouvement aussi internationalement connu que le mouvement Chipko. Ceux qui ne le connaissent pas, je leur en dirai un mot. C'est un mouvement de préservation des forêts qui a gagné au bout de
assez peu de temps, une dizaine d'années, dans l'Himalaya. Donc, et moi, je me suis dit, mais c'est pas du tout paradoxal. Quand on voit comment Vandana Shiva, par exemple, analyse et parle de la pensée indienne, bon, on trouve ça normal. Donc, c'est un petit peu là-dessus que j'ai commencé à écrire ce livre. Et bon, alors, je vais commencer à sauter déjà, parce que je faisais un petit point sur la biodiversité en Inde. C'est banal, parce qu'elle diminue à peu près comme en Europe, ni plus ni moins. Donc, il n'y a pas lieu. Mais en fait, ça vous intéresse? Ok. Alors, bon, ce qui était effectivement pas si banal que ça, c'est que l'Inde contenait 3 des hotspots, les hauts lieux de la biodiversité mondiale. Il y a l'Himalaya, il y a les Ghats occidentaux, je crois qu'ils viennent après là. Ouais, la chaîne de montagnes nord-sud, château d'eau de l'Inde, gardien climatique, dit-on aussi, du sous-continent. Et le 3e lieu, c'est les îles Andaman et Nicobar. Alors, quand même si ça vous intéresse, je ne vais pas dénombrer le nombre de mammifères, d'espèces de plantes à fleurs, d'arbres non à fleurs, de reptiles, d'escargots, mais chacun de ces hauts lieux peut se targuer d'en avoir un nombre record. Voilà. Mais ce qui est malheureusement banal, c'est qu'elle décline comme partout ailleurs. Il y a eu dans les années 2000 une enquête dans la région himalayenne de Mandi, à l'ouest de l'Himalaya, qui a montré que seuls les vieux, pour simplifier, avaient une connaissance correcte, mais non pas complète, de l'ensemble des végétaux à leur disposition. Correct, ça veut dire qu'ils en connaissaient 50%, ce qui n'est pas 100%. Et ils connaissaient les usages d'à peine 10% d'entre eux. C'est à connaître l'existence, les caractéristiques, et puis comment on s'en sert. Qu'est-ce que ça va vous permettre de soigner? La génération d'au-dessous, bon, disons à peu près 2 fois moins. Les 25 ans, en 2000, connaissaient, que je ne vous dise pas de bêtises, 25% de la totalité, le nom, et les caractères de 4%. Et les moins de 25 ans, rien du tout. Ces moins de 25 ans, c'est ceux qui ont 50 ans aujourd'hui. Donc, vous voyez, la connaissance de cette biodiversité, elle est en baisse encore plus rapide que sa matérialité. Voilà. Et les causes, elles sont évidemment celles qu'elles sont partout. C'est essentiellement la déforestation et l'agriculture intensive, la révolution verte, comme on dit en Inde, qui, depuis les années 60, a marqué la fin des communs. Ça, c'est plus radical en France qu'en Europe. La fin des communs, chez nous, enfin en Europe, c'était plutôt l'Inde, ça a à peu près coïncidé avec la révolution agricole. C'est sûr que les communs, c'est des biens qui n'appartiennent ni à l'État ni au privé, mais qui sont utilisés sans être la propriété, on peut pas de titre de propriété, par les riverains, c'est-à-dire les populations qui vivent largement des ressources offertes par ces communs, que ce soit des lacs, des bois ou des pâtures. Voilà. Et un cas d'école résultant, enfin, qui montre bien, entre autres choses, une des conséquences de la culture intensive et de ces intrants massivement utilisés. Tout le monde a entendu parler de la catastrophe de Bhopal. Union Carbide, c'était la fabrique des intrants utilisés partout en Inde et particulièrement au Punjab. Enfin, pas que. Bien, au Punjab, je trouve que c'est un cas d'école parce que dans cet État qui a été le grenier à blé de l'Inde pendant longtemps, les 2 décennies qui ont suivi l'indépendance, les rendements montés, c'était formidable, autosuffisance alimentaire. Bon, depuis la fin des années 70, les rendements ne cessent de diminuer
bien sûr les intrants d'augmenter pour compenser cette diminution. Les sols sont moribonds, toutes les eaux sont empoisonnées, les gens ne peuvent plus boire d'eau potable, le taux de suicide des paysans devient record et la longévité est en chute libre. En 5 ans, l'espérance de vie a diminué de 5 ans dans le Punjab et de 7 ans dans la capitale, qui est Chandigarh. Ça interroge, si je peux dire ça. Alors maintenant, je reviens à ce qui avait été présenté par vous deux. Quel rapport avec la langue, la pensée, la culture. Bon, on peut trouver que les Védas sont d'emblée des textes fondamentalement écologiques parce que déjà les grands dieux, c'est des forces de la nature, que ce soit le feu, voilà, les eaux, le vent, le soleil, etc., etc. Mais que ce soit ou non le germe d'une pensée écologique, ça n'est pas à mes yeux le plus important. Ce qui compte, enfin mes yeux, disons les yeux de Vandana Shiva, qui dit l'Inde est dans ses fondements civilisationnels les plus profonds, fondamentalement écologiques. Et évidemment, les Védas, les fondements civilisationnels auxquels elle fait référence, mais quand elle développe cette pensée, en quoi c'est fondamentalement écologique, c'est ces fameux principes civilisationnels, voilà ce qu'elle dit. C'est que l'Inde ne sépare pas l'être humain des autres vivants. Décidément. Hein? Non. Bon, je ne l'ai pas, cette diapo, c'est pas grave. Je la cite. L'impératif écologique le plus important de notre temps, dit-elle, est de mettre fin à cette illusion que nous sommes séparés de la nature, que nous sommes les maîtres de la Terre et que nous pouvons manipuler la Terre et les autres êtres à notre guise. Nous ne sommes pas extérieurs à la Terre et contrairement à ce que dit le terme, ça c'est moi qui l'ajoute et Alain l'a mentionné, environnement bien sûr désigne la nature comme ce qui est à côté. Et la pensée à laquelle fait allusion Vandana Shiva dans cette défense des fameux principes civilisationnels indiens, c'est la non-séparation précisément. Et elle ajoute toute violence envers n'importe quel fil du réseau de la vie est une violence envers nous-mêmes et envers qui que ce soit. Et toute économie extractiviste revient à faire à autrui le mal qu'on s'évite de faire parce qu'on exporte ailleurs notre volonté prédatrice. Tout ça, c'est ce qu'elle le dit. Conclusion, plus nous vivrons en respectant les limites de la Terre, les limites posées par la justice sociale, par le respect de tous, plus profonde sera notre humanité. Et la notion de limite est très importante dans la pensée, dans ces fameux principes civilisationnels profonds. Et ça s'oppose, bien entendu, fondamentalement à ce qui était, épinglé des programmes de Trump, là, dans l'infini des étoiles. Bon, donc, pour elle, c'est cette interconnexion généralisée entre tout le vivant qui compte. Parce que tout le vivant est formé des mêmes 5 éléments fondamentaux. Alors ça, c'est très documenté dans la littérature sanskrite. Je ne vais pas aller là-dedans. Ce qui est clair, c'est que même aujourd'hui, peu de gens ont lu le Veda aujourd'hui, mais même aujourd'hui, cette pensée est chevillée à tout ce qu'on est fait de la même matière. Et c'est pour ça. Et du coup, cette non-séparation, elle agit aussi sur des choses qui pour nous sont de l'ordre de l'évidence, de la dualité. Par exemple, le matériel et le spirituel. En Inde, il n'y a pas cette opposition. Le manifeste et le non-manifeste, c'est-à-dire le monde contingent, tel qu'on peut le voir, et puis le non-manifesté, qu'on appelle ça le monde religieux, le monde sacré. Et donc, une culture de la non-séparation, ce qui ne veut pas dire le grand confusionnisme. Bon, je reviens sur les termes. Ah non, je fais le contraire là.
les termes dont on a parlé tout à l'heure, c'est M. Advani qui a mentionné ces remarques que je faisais. Effectivement, parmi les autres choses qui ne s'opposent pas, contrairement au vocabulaire, au moins des langues romanes, nature et culture, mais plus largement des langues occidentales, nature et culture, c'est fait sur la même base qui est le mot kriti et qui veut dire l'action, l'agir. Simplement, les préfixes sont différents. La nature, prakriti, c'est celle qui a un agir qui va de l'avant, tout simplement, alors que sanskriti, c'est un agir organisé, systématisé par le principe mental, disent les textes. Mais donc un agir dynamique qui fonctionne un peu comme un réservoir d'énergie libre, et puis ce réservoir qui est tout simplement organisé, comme le sanskrit, c'est la langue parfaite parce qu'elle est organisée. Même base, hein, sanskrit. Donc en termes plus modernes, on pourrait voir ça comme un partenariat de l'agir et certainement pas comme un protectionnisme par sanctuarisation. C'est ce que certains modèles de l'écologie ont tendance à concevoir. Comment sauver la nature en la protégeant de l'homme. C'est pas du tout comme ça que voit les choses la vision indienne telle que la revendique Vandana Shiva. Et ça reste, je vous laisse lire ça reste dans les mentalités modernes, même de gens assez ignorants des textes anciens et même éventuellement non hindous. Je vous montre des réalisations d'artistes tout à l'heure, c'est présent un petit peu partout. L'auteur en question, c'est un hindou, mais c'est pas un sanskritiste, c'est pas un connaisseur des textes anciens, c'est un romancier contemporain et éventuellement un essayiste aussi. Et après, si vous regardez les réalisations artistiques, voilà ce qu'on appelle de l'art tribal. J'en ai pris à droite et à gauche, de l'Est et de l'Ouest. Et vous voyez, tout est en interaction, tout est intriqué. Les oiseaux, les animaux, le végétal et les personnages sacrés de temps en temps. Là-dessus, on ne les voit pas. Ça c'est l'Ouest, Maharashtra, encore. Et de l'autre côté, dans le Bastard, et puis au centre, vers Bhopal, justement, l'art des Gonds, et encore une fois. Et alors là, c'est beaucoup plus classique, c'est pas tribal du tout, c'est hindou, et c'est musulman, de Speaking Tree de Ghulam Mohammed Sheikh. Donc vous voyez, c'est partout qu'on a des témoignages de la vitalité de cette pensée de l'interconnexion. Mais elle se perd avec les modes de vie occidentaux, comme se perdent, disent des écologistes norvégiens, dont j'ai oublié les noms, mais que Goa cite pour une version typique de l'environnementalisme à l'occidental. Ces deux chercheurs norvégiens, c'est des anthropologues, ont constaté qu'en général, dans leurs enquêtes, on s'aperçoit que la nature devient un objet de préoccupation à la mesure de sa disparition du champ. Il faut qu'on en soit loin pour avoir ce sentimentalisme qui nous invite à la sacraliser. Voilà, les villes. Et puis, voilà ce qu'on peut acheter. Évidemment, je me suis amusée à caricaturer un petit peu. Alors, au contraire, là j'en viens à ce que j'ai traité dans ce livre, au contraire, les grands combats écologiques qui sont liés depuis à peu près 2 siècles où ils sont documentés, peut-être ils sont plus anciens, mais pour qu'il y ait combat, il n'y avait pas le mot écologie, mais il y avait lutte pour défendre la nature. Il faut qu'elle soit offensée quelque part. Donc ça a commencé dans la documentation qu'on a, avec les tout débuts de l'industrie, et les plus documentés, évidemment, concernent le XXe siècle. Mais ce n'est pas les premiers. Et ce qui est caractéristique avec ces mouvements, je vais d'abord vous parler des success stories. Il n'y a pas que ça, mais il y en a beaucoup, beaucoup, et de grande ampleur. C'est qu'ils ressortent à ce qu'on appelle le grassroots
environmentalism ou qu'on mette un autre mot, peu importe. Quand on parle du multilinguisme en Inde, c'est aussi le terme qu'on désigne, qui est sorti de la terre, vous voyez, et qui est spontané en quelque sorte, qui ne correspond pas à une réflexion qui objectalise les faits. J'irai pas dire pas conscientisé, mais enfin, dans les débuts, on peut dire ça. De toute façon, dans les débuts, au 19e siècle, le terme n'était pas, soit n'existait pas, ça j'avoue que j'en sais rien, soit en tout cas n'était pas vulgarisé pour désigner ce type-là d'action et de lutte. Alors, voilà, quelques grands combats. Le plus connu, hein, puisqu'on en parlait tout à l'heure, bah, c'est l'arbre. Alors, vous voyez comme non seulement le végétal est sacré, mais l'arbre est le séjour de la divinité. Et ça, des images comme ça, vous en trouvez dans tous les villages, pratiquement, avec le sacred tree, qui est généralement, bon, c'est surtout les offrandes qui lui sont faites, qui le signalent. Il y en a partout. Et l'arbre est sacré, mais il est aussi, regardez bien, il est aussi, peut-être surtout, l'essentiel des ressources vitales pour beaucoup de gens. En particulier, il sert de fourrage pour les bêtes, de combustible pour faire la cuisine, et se chauffer éventuellement. En Himalaya, il y a besoin. Il fournit les plantes comestibles en bonne partie. Il y a du sauvage dans l'alimentation, pas que du cultivé. Et il fournit toutes les plantes médicinales. Donc, ces bois qui ont longtemps été des communs, donc n'appartenant à personne, et à l'usage de toute la communauté, c'est-à-dire les villages qui vivaient aux environs, que ce soit des bois sacrés ou pas, c'est ces arbres-là qui, dès qu'ils sont menacés, vont susciter des réactions. Et c'est ce qui s'est passé dans ce fameux mouvement de Chipko, mais dans son prédécesseur, c'est-à-dire pratiquement 2 siècles avant, plus que 2 siècles avant, vous voyez, cette communauté des Bishnoi qui est particulièrement célèbre pour son respect du vivant, c'est masqué pour risquer rien d'avaler de vivant, et puis ils ne portent pas de bleu parce que le bleu est obtenu par la destruction de l'indigo, c'est un arbre rare, précieux, plus ou moins sacré à ce titre. Bon, voilà les Bishnoi. Et leur communauté s'est trouvée... leurs arbres menacés en 1731 pour que le Maharaja puisse embellir son palais, c'est-à-dire coupe rase, enfin pas rase peut-être, hein, mais coupe de beaucoup des arbres desquels la communauté tirait sa subsistance, ou une grande partie. Et voilà ce qui s'est passé. C'est les femmes, les princesses, juste parce que c'était les premières, quand les bûcherons et les soldats sont arrivés, qui ont enlacé les arbres pour les sauver, en se disant, ils n'oseront pas. Mais ils ont osé. Donc il y a eu 663 décapités. Voilà les premières, c'était la princesse et ses 3 filles. Puis après, les hommes sont venus en renfort. Et 663 ont été passés par le fil de la hache. Et au 673e, le Maharaja 63 a compris que il allait devoir décimer, enfin plus que décimer, exterminer la population, si vous voulez, les arbres, et il a arrêté. Et il y a eu des compromis dont l'histoire ne parle pas, parce que l'histoire retient seulement la victoire de ces faibles femmes qui ont réussi à sauver leur bois. Et c'est pas le souvenir de cette histoire qui a régi le fameux mouvement de Chipko, années 70, mais c'est la communauté du geste, hein, parce que ça se passe à 1500 km de distance. Et le problème est quand même le même, c'est que le gouvernement indien, on est dans l'Inde indépendante, convoite la forêt en général pour la construction, mais le H en particulier pour faire des battes de tennis, entre autres choses, pour la compagnie Simons. Mais du coup, on procède aussi par coupe très abondante, sinon rase. Et là encore, la forêt de feuillus, elle fournit tout. Elle fournit le fourrage pour les animaux, le chauffage, le combustible et le fameux H
c'est une variété de frêne, parce que c'est à la fois un bois très robuste, très solide et assez souple, et imputrescible. Il fournit tout l'outillage agricole. Donc, et là, il se trouve que c'est les femmes qui sont les seules, quand les forestiers arrivent, les bulldozers, et qui ont ce geste. Elles enlacent les arbres, alors les gros à plusieurs, et les petits comme ça. Et d'où le nom qui a été donné à ce mouvement. Chipko, ça veut dire s'attacher, s'enlacer. Et ce mouvement n'avait pas été fondé par les femmes, mais par un homme que voilà, Chandi Prasad Bhatt, à gauche, qui est le type de l'intellectuel organique. Il écrivait, il savait écrire, mais il ne parlait pas du tout anglais, et toujours maintenant. Et assisté par la femme qu'on voit, qui est soi-disant la première qui a mené la marche des femmes, si on veut, pour sauver les bois, Gaura Devi. Elle, illettrée, mais qui avait, veuve et illettrée, qui avait une certaine autorité sur les femmes du village et avait été élue au conseil de village. Donc voilà les deux chevilles ouvrières des débuts de ce mouvement. Donc les forestiers étaient moins cruels que le Maharaja, ils ont tué personne. Mais il y a quand même eu plusieurs mois avant que l'ordre soit donné de remporter les troupes, en gros. Et cette histoire est très bien documentée. Il y a eu plusieurs bouquins en anglais et en hindi. En fait, il a fallu 10 ans de négociations pour arriver après à ce que l'État entre en conversation avec le parti, ce mouvement, avant d'envisager une coupe où qu'elle soit, ce qui est déjà pas mal. Ça ne veut pas dire d'arrêter les coupes, évidemment. Donc, vous voyez, et dans ce mouvement, il y avait de tout. Pas seulement des Gandhiens. Lui, là, c'est un Gandhien, mais de type, on va dire, pratique, parce qu'un autre, dans la région voisine en Himalaya, était un Gandhien de type intellectuel, qui faisait de grandes marches de conversion avec des milliers de personnes qui parcouraient des milliers de kilomètres pour conscientiser tous les villages traversés, et ça marchait. Il écrivait, il parlait anglais, c'était un véritable tribun, Bahuguna, pour ceux qui connaissent un peu la région. Et voilà, la composition de ce mouvement, elle a toujours été extrêmement diverse. C'est-à-dire que, alors lui, Bahuguna, un Gandhien théoricien, si l'on peut dire. Et lui, un Gandhien pratique, et qui, en plus, n'était pas a priori hostile aux nouvelles technologies, à condition qu'elles dégradent pas trop la région, et surtout un reconstructeur. C'est-à-dire, il plantait, il s'occupait énormément de comment maintenir la biodiversité, respectant les besoins des gens, alors que certains peuvent dire, bon, bah, on arrête de prélever quoi que ce soit, et certains le font. Non, on prélève pour les besoins humains. Et puis il y avait les communistes de la région orientale, qui sont encore d'une idéologie très très différente. Et tout ce monde, et encore on simplifie là, s'est fédéré pour adhérer à ce mouvement. Et les historiens en général considèrent que c'est parce qu'il y a eu cette fédération de motivation idéologique que le mouvement a pris une telle ampleur et a fini par triompher. Et ensuite, ouais, dans les Ghats, il s'est passé des choses analogues. Voilà, ça c'est un des dispositifs de protestation clés, stratégie gandhienne, la marche du sel, tout le monde connaît, qui a l'avantage de pouvoir mobiliser sur le trajet. Et comme la marche du sel, c'est des milliers de kilomètres qui ont été parcourus par ces gens. Alors, pour les Ghats, vu l'immensité, il y a eu plusieurs projets destructifs qui ont été attaqués au cours de l'histoire. L'un était une grande usine de rayonne dans le Karnataka, dont la lutte a duré une dizaine d'années aussi. Qui faisait des coupes rases pour replanter en eucalyptus, un bois rapide,
et puis surtout qui est qui convenait pour en faire de la pâte à papier ou de la rayonne, et qui évidemment avait des émanations toxiques et dans les eaux et pour les villages voisins, et en plus, bien entendu, interdisait toute culture dans ces régions, parce que l'eucalypte, autant les feuillus, on peut faire pousser des choses entre les arbres, on peut aussi mettre son bétail, autant l'eucalyptus, on peut faire ni l'un ni l'autre. Donc il y a eu une grosse mobilisation et l'usine de Rayonne a dû partir. Et ça s'est passé, des choses analogues se sont passées d'un bout à l'autre de la chaîne. Au Kerala, ça a été Silent Valley. Et souvent, des personnages, soit littéraires, je pense à Karant, qui est un grand dramaturge et metteur en scène du Karnataka, ou bien à Sugatama au Kerala, se sont fait un peu les porte-paroles, mais les porte-paroles présents dans l'action aussi de ces mouvements, dans l'action, dans les journaux, mais dans les manifestations. Voilà. Et comme par hasard, dans ces deux régions, on se rend compte que c'est des milieux écologiquement fragiles qui ont vu les plus grands mouvements émerger, au début en tout cas. Après, le Rajasthan, pour l'eau, ce n'est pas tellement des mouvements, mais des stratégies qu'il a mis en place de recueil de l'eau, dont je vous parlerai brièvement tout à l'heure. Et ces milieux, il s'y était développé un équilibre évidemment précaire entre prélèvement nécessaire à la subsistance et conservation de la nature. Et puis, l'un des autres combats pour la forêt, c'est celui des tribaux. Là, on n'est plus dans les Ghats, on est dans l'Inde centrale. C'est des femmes, mais ça a mobilisé aussi des hommes. Ils ont eu aussi un précédent, au siècle précédent, qui a laissé des légendes et son nom, qui a été pendu par les Anglais. Et eux, c'est non seulement un milieu écologique relativement fragile, ils ont vécu assez longtemps de culture semi-itinérante, mais aussi d'une petite agriculture également semi-itinérante, mais et beaucoup accusés pour ce mode de culture. Parce qu'on défriche, on brûle, on installe une petite agriculture, mais ce qui a aussi été montré par la suite, c'est que ces brûlis, ils sont légers et ils sont toujours calculés pour que 12 ans plus tard, c'est à peu près le cycle de retour dans les mêmes terrains, ça se soit reconstitué. Donc, c'est certainement critiquable. De toute façon, toute prédation humaine, elle peut être critiquable, mais un minimum. Par contre, depuis la colonisation, leur sous-sol a intéressé beaucoup. Il y a du charbon, il y a le bois pour faire les voies ferrées, mais il y a surtout le charbon et le fer. Et depuis l'indépendance, les terres rares, des minéraux comme la bauxite, l'uranium, il y a du lithium. Donc, c'est la région où il y a le plus de spoliation de l'environnement. Alors, des mines, vous voyez sans peine ce que ça implique. C'est pire qu'un grand barrage. Certains grands barrages qui ont été bloqués. Silent Valley, dans le Kerala, c'était un mouvement pour empêcher la création d'un de ces barrages gigantesques. Alors les mines, plus aussi quelques grands barrages, voilà. Et ça, ce mouvement, c'est pas une success story. Le premier avait perdu du temps de la colonisation, c'est-à-dire sa mémoire est restée, mais il n'a pas sauvé sa forêt. Et tous ceux qui sont en cours maintenant, celui-là, c'est la fin des années 80, ils n'ont pas non plus abouti. Voilà, je voudrais vous dire un mot de l'attitude, on vient d'en parler, quel degré de prédation, on va dire, acceptable. Alors pour les tribaux, c'est simple, les pêcheurs-cueilleurs andamanais, c'est un peu la même chose, le degré, parce qu'ils tournent, donc ils font aussi des petites clairières, mais le moment de leur retour, c'est reconstitué. Donc on peut dire, c'est ne pas prendre à un rythme plus rapide que le processus de restructuration naturelle le permettra.
permettra la revégétalisation. Pareil pour le sous-sol. Mais les grands mouvements... Donc, il n'y a pas d'objection, si vous voulez, à ce qu'on puisse se servir de la nature. Et c'est la grosse différence entre l'usage des communs et ce qu'on appelle aujourd'hui l'extractivisme. Les deux, c'est une forme d'exploitation. Mais exploiter pour prendre, c'est une forme de gestion aussi. Exploiter pour prendre de quoi vivre, c'est très différent d'exploiter à des fins lucratives. Prendre de quoi vivre, en fait, ça a été le cas, on peut dire, depuis la nuit des temps. Bien sûr qu'il y a une pression démographique supérieure aujourd'hui, mais le problème essentiel, sans trop d'augmentation de la pression démographique pendant les 20 années qui ont suivi l'indépendance, par exemple, puisque c'est celle des grands combats, c'est la multiplication des sites d'exploitation, que ce soit par des grands barrages pour faire de l'électricité à usage urbain en général, ou bien par des mines, ou bien par des déforestations à très grande échelle. Donc on ne peut pas tout expliquer par la pression démographique. Et par ailleurs, le mode de prélèvement exercé par les cultures traditionnelles, même dans des termes modernes, était suffisamment modéré pour que la nature se reconstitue dans les temps exactement au même rythme. Et ça, c'est quelque chose que valorise l'homme de l'eau, que je vous avais cité tout à l'heure, énormément. Pour lui, c'est une attitude. Il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup de faits religieux qui interviennent pour justifier, expliquer, donner des noms aux outils qui servent, aux engins qu'on fabrique, aux monuments construits. Mais c'est surtout moral. Et cette attitude, il l'appelle la frugalité, la modestie, l'humilité. Enfin, il y a pas mal de mots en hindi et qui ressortissent tous à la modération, en fait. Et ça, c'est comme ce que Pierre Rabhi disait, l'humus, en fait, c'est de la même famille que humilité. Oui, se pencher par terre. Et Pierre Rabhi aussi, c'était un adepte de la frugalité, qui est décrié aujourd'hui pour des raisons variées. Enfin, ils avaient ça en commun, et ils se sont rencontrés tous les deux. Ils ont passé dans l'émission Terre à Terre de Ruth Segassi, du temps qu'elle la faisait. Et je pense que quand on parle d'usage des communs, il ne faut jamais négliger ça. C'est que leur qualité essentielle, quel que soit le type d'usage qu'ils font, que ce soit par le bétail, avec quelques outils que ce soit, c'est la modestie des prélèvements. Et pour Anupam Mishra, comme pour Vandana Shiva, cette modestie, elle est aussi liée au fait que les choses qu'on prélève, c'est des divinités. Vous avez vu l'arbre tout à l'heure, c'est pareil pour les eaux. Donc on peut dire que c'est combiné. La religion, en fait, les normes que vous dicte une foi, en l'occurrence hindoue, et ces rites. Je dis en l'occurrence, mais chez eux, c'est pas l'hindouisme. Les tribaux du Jharkhand sont peu hindouisés, ceux des îles Andaman, pas du tout. Et par contre, ils ont le même respect, ils ont des divinités qui ne sont pas les mêmes et qui sont aussi des éléments de la nature. Donc, et il y a ces deux faits se combinent, c'est-à-dire dans ces mouvements écologiques, bien sûr, le respect pour une chose sacrée, la conscience d'une spoliation extrêmement injuste, parce qu'elle est presque toujours au bénéfice des riches, la plupart du temps des urbains, aussi pour l'exportation. Et dans les explications qu'ils donnent, on voit le même entrecroisement de l'argument religieux ou l'argument moral, on peut dire, spirituel en tout cas, et l'argument de la justice sociale, en l'occurrence de l'injustice sociale. Par exemple, quand il y a de grandes déforestations, comme voilà ce qu'ils mangent, voilà pourquoi c'était particulièrement choquant d'aller couper leur forêt, c'est que c'est leur nourriture en grande partie, beaucoup plus que dans les plaines, parce qu'il y a beaucoup moins d'agriculture. Et Anil Agarwal, qui est le fondateur du Centre pour la science et l'environnement,
dans cet article que je cite en particulier quelque chose qui a fait rire beaucoup de gens, c'est pourquoi il s'est passé tant de catastrophes. Déforestation classique, ça on a ça chez nous pareil, mais voilà la suite, des pentes comme en Himalaya. La même chose arrive si on veut créer des routes. Hein. Peu importe la raison de la déforestation, voilà les résultats. Et dans les Ghats, c'est exactement pareil. Alors, Annie Lagarval, il a cette explication, et il n'est pas du tout ironique. C'est un technicien, un savant. Hein. Il dit oui, on a coupé les cheveux de Shiva parce que la montagne himalayenne, c'est le séjour de Shiva. Et Shiva, la grande divinité, grand yogi aussi, c'est lui qui a accueilli la Ganga céleste, le Gange, quand les dieux ont décidé de la faire descendre sur terre. Elle ne pouvait pas y descendre direct parce que sa violence aurait été telle qu'elle aurait tout détruit. Donc Shiva, bon prince, l'a accueillie dans ses cheveux pendant 1000 ans. Et ses cheveux, puisque c'est l'Himalaya, Shiva, c'est la forêt himalayenne. Et donc, toucher aux arbres, c'est toucher à la chevelure de Shiva. Et donc, c'est pas étonnant qu'il arrive ça après. Alors, on est en Himalaya, c'est Devbhumi, ça veut dire la terre des dieux. Admettons, pour beaucoup, c'est pas du tout des superstitions. C'est une réalité qui n'est absolument pas contradictoire avec les explications, la causalité matérielle, qu'ils reconnaissent parfaitement. Ils savent très bien que si les terres glissent, c'est parce qu'il n'y a plus d'arbres. Et on trouve ça aussi dans les Ghats. Dans le Karnataka, il s'est déclenché vers 2000 et quelques une épidémie mortelle, ce qui crée une encéphalite mortelle à cause de tiques des bois, parce que les tiques avaient été expatriés. Vous déforestez, mais évidemment, toute la population, cervidés et tout ce qu'ils portent sur leur peau, va dans les villages. Et les gens mouraient en masse, et c'est devenu une telle préoccupation qu'en 2016, 4 districts de l'État ont été déclarés en grande urgence sanitaire à cause de cette épidémie. Et pareil, là-bas, les gens disent, c'est pas étonnant, c'est pas étonnant. C'est un châtiment divin. C'est pas. Alors les épidémiologistes, ils vont dire c'est une épidémie qui vient de tel insecte qui est. Mais les gens, ils disent c'est un châtiment divin. Et les deux sont pas contradictoires. Bon, alors voilà, combien de temps il me reste? Je n'ai pas regardé l'heure, parce que je peux écourter, je peux ne pas parler de l'eau. Ok. Alors, si on ne peut rien prélever, enfin, si peu, comment faire pour assurer à toute l'humanité de quoi vivre? Et encore une fois, de quoi vivre selon quels critères? La surconsommation occidentale qui est extrêmement critiquée par les environnementalistes du Sud, comme on dit. En Amérique latine, c'est les mêmes problèmes. Ils ont une conception de l'environnementalisme qui est qui est grassroots, qui est sociale et qui n'a rien à voir avec la sanctuarisation de la nature, soit sous forme de parcs naturels, soit sous forme carrément d'espaces où aucun humain peut entrer. Eh bien, eux aussi, mais les Indiens l'ont très bien théorisé, en particulier l'éthique de la frugalité qu'on voit chez lui, chez Vandana Shiva aussi, et ça correspond à ce que Simone Weil appelait les biens vitaux. Et les biens vitaux, ils sont réduits. C'est de quoi manger, de quoi boire, de quoi s'abriter, bien entendu, se chauffer, mais aussi des biens de l'âme, c'est-à-dire la sécurité et la liberté d'expression. Donc, c'est cette satisfaction-là que vise l'écologisme qu'on a appelé celui des pauvres. Là, c'est une expression de Martinez-Allier que je reprends et qui caractérise parfaitement l'écologie indienne dans ses combats anciens et de tout le XXe siècle, disons. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui une écologie urbaine assez différente. Moi, je vous ai parlé seulement de l'écologie rurale qui correspond à celle des pauvres.
Alors, comment s'y prendre? Eh bien, en étant modéré. Je vous donne un exemple, avec rien que des images, dans un désert, semi-désert en fait, mais réputé, ça s'appelle le désert du Tar. 19 millimètres d'eau par an, c'est pas beaucoup, pas de fleuve, de rivière pérenne. Les gens boivent. Ceux qui ont recours, mais ils boivent pas, évidemment, ils se douchent pas dans des hectolitres d'eau. Ils ont de quoi satisfaire les fameux besoins vitaux, les biens vitaux de Simone Veil. Alors voilà un type de puits qu'on trouve mais par centaines au kilomètre carré, il y en a partout, partout, et qui va chercher l'eau capillaire, c'est-à-dire qui s'est déposée, il y a une couche de gypse entre 40 et 60 mètres, c'est profond, qui retient ces quelques gouttes. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, on a un grand bol, pas plus, mais il y en a partout. Et ça permet de boire, ça permet de se laver. Voilà l'intérieur, donc vous voyez. Et voilà le puisatier, qui est à la fois un sourcier, il trouve l'eau avec sa connaissance de la végétation, de la géologie locale. Il trouve l'eau, c'est un architecte et un maçon, et puis, oui, un maçon. Donc tous ces savoirs à la fois, ça faisait, parce qu'ils sont en voie d'extinction, la plupart, depuis l'eau courante, ça s'est beaucoup réduit, le parc, si je peux dire, naturel de ce genre d'installation, pour accéder à l'eau courante. Comme tout n'est pas électrifié, l'eau courante n'est pas partout. Donc certains villages gardent des structures de ce type. Et alors, voilà le parement du puits avec l'herbe locale. Et ça, c'est les plus grands dispositifs. Il y a de tout. Ça va du plus petit, c'est pareil pour les lacs, c'est pareil pour les cisternes, au plus géant. Et voilà, le plus géant, un des plus, ça, tout le monde connaît l'image, c'est le lac de Gézalmer. Et voilà, des exemples de ce qu'Anoupam appelle la modestie ou la frugalité ou l'humilité. Choisissez le terme qui vous correspond le plus, en accord avec ce que le monde d'en haut nous demande de respecter dans la nature, qui est la même que nous et notre moyen d'existence, surtout. Donc c'est faisable, c'est faisable, mais encore une fois, en modifiant radicalement nos idéaux de vie de consommateur. Et ça, c'est quelque chose qui est unanimement dénoncé par les écologistes du Sud. Si on peut dire, il y a deux modèles qui se font la guerre, c'est un peu vrai. L'objectif des écologismes, disons du Nord, pour simplifier énormément, c'est sauver la nature. Et sauver la nature, quand on a des standards de vie extrêmement sophistiqués et luxueux, ça veut dire la parquer dans des no man's land. Les environnementalismes du Sud, aussi bien d'Amérique latine, d'Afrique que de l'Inde, bien sûr, ont un tout autre objectif, c'est aménager la cohabitation entre l'humain et la nature, c'est-à-dire par des stratégies comme celle dont on vient de voir un exemple avec l'eau, ou bien avec la gestion des communs. Et bon, c'est tout. C'est tout ce que je veux vous dire. Je voulais finir sur un exemple terrible. C'est celui des Andaman et Nicobar. C'était le bagne du temps des Anglais. C'était une île qui servait de bagne et où les premiers fonctionnaires arrivés et étaient des Britanniques, suivis de leurs serviteurs indiens. À l'indépendance, la structure il y avait déjà une ville et tout ça s'est beaucoup développé. Et à partir de l'indépendance, ça s'est encore plus développé. Et maintenant, les îles Andaman et Nicobar comportent, Marie-Caroline le sait peut-être, un pourcentage absolument dérisoire de ex-tribaux, qui sont les Adivasis, maintenant, qui sont 3 fois rien. Leur langue, n'en parlons pas,
Il y a des études américaines qui ont montré, j'ai trouvé ça intéressant, mais il faudrait rentrer dedans, qu'il y a une coexistence entre l'existence des hotspots de la biodiversité physiologique, naturelle, et puis de la diversité linguistique. C'était le cas pour Andaman et Nicobar. Non seulement un hotspot de la biodiversité, mais pour les langues aussi. Et les langues s'éteignent à toute vitesse. Là, on les voit dans une existence humaine, on en voit qui disparaissent. Les populations elles-mêmes qui ont continué à préférer la forêt, qui ne se sont pas laissées acculturer, ben, elles fondent comme neige au soleil, des natalités, etc. Et alors l'exemple à la fois sinistre et enfin radical en tout cas, c'est celui des sentinelles. Quand ils ont vu ce qui arrivait à leurs frères dans la grande île, ils ont décidé de s'enfermer et de laisser personne approcher. Et c'est toujours le cas. Dans l'île Sentinelle, personne ne peut y aller. Et le gouvernement indien, dans sa grande sagesse, a décidé de les laisser tranquilles. Et comme ça, il y a encore en 2018, un missionnaire, un jeune Américain, s'est pointé. Évidemment, il s'est fait tuer d'un coup de flèche. Donc on ne sait pas comment. Mais c'est sûr qu'eux ont conservé intégralement leur mode d'aménagement de leur territoire, leur mode de respect et leur nourriture. Ils sont survolés en hélicoptère, comme ça on sait s'il y a des épidémies ou des... Il n'y a pas, apparemment pas de famine ou d'épidémie. Et les tribaux, je voulais aussi dire que on peut se gausser des normes moralisantes de Gandhi, quoi. Faut être frugal. Les tribaux qui n'ont pas du tout ces normes, c'est des gens extrêmement joviaux, mais qui ne consomment pas non plus que la nature peut leur donner. Ben, il n'y a pas eu de famine recensée dans les gazetteers. Alors que dans le même état, qui est le Bihar, qui était le Bihar, les famines étaient à répétition dans les plaines, en terrain agricole. Voilà. Donc, je vous ai dit beaucoup de choses un peu pêle-mêle et zappé autant de choses. Mais voilà, maintenant, vous avez des questions. Vous pouvez me les poser ou les poser à Alain. Voilà.